Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Les premiers tests sur l'infirmière hospitalisée à l'hôpital Bégin se sont révélés négatifs. Une nouvelle série est en cours pour écarter définitivement l'hypothèse du virus Ebola. Selon le Parisien, cette personne a été en contact rapproché et régulier avec Lucie, c'est l'humanitaire de Médecins sans frontières contaminée au Libéria, rapatriée en France et déclarée guérie depuis. Les allocations familiales seront conditionnées aux revenus à partir de 2015. La prime de naissance ne sera pas finalement diminuée. L'Élysée a tranché sur ce sujet sensible sur proposition des parlementaires de la majorité. C'est la fin du principe d'universalité de la politique familiale. Alors quel changement concret pour les familles? Explication ce soir de notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud. Présidence de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde et Hervé Morin s'opposeront au second tour pour la présidence du parti en remplacement de Jean-Louis Borloo. Yves Jégo, qui s'est vu accuser cette semaine d'enrichissement personnel à la veille de la clôture des votes, a été éliminé au premier tour. Les détails à suivre. Et puis cette question ce soir, mais où va François? Les propositions du pape sur les divorcés remariés ou les homosexuels ont déclenché débat et polémique cette semaine. François a semé le trouble chez certains et suscité l'enthousiasme chez d'autres. Une chose est sûre, ce pape ne laisse pas indifférent. Alors révolution, simple évolution au Vatican, on en parle avec l'historien des religions Frédéric Lenoir. C'est le grand entretien du jeudi soir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. En raison d'une très forte fièvre suspecte, une infirmière a été hospitalisée en début d'après-midi à l'hôpital militaire de Bégin de Saint-Mandé. Et on a appris ce soir que les premiers tests ont donné des résultats négatif. Une confirmation est attendue pour écarter toute contamination au virus Ebola. En attendant, la France, comme les États-Unis ou encore l'Angleterre, met en place un dispositif de contrôle dans ces aéroports. On voit tout cela avec Pauline Dame. Jusqu'à présent, les contrôles des passagers venant des pays affectés par l'épidémie se faisaient à l'embarquement, comme ici dans cet aéroport de Sierra Leone. Dès samedi matin, un dispositif sanitaire de contrôle sera mis en place à Roissy. Sont concernés les vols directs entre la Guinée et la France. Désormais, les voyageurs devront remplir un questionnaire dans l'avion pour indiquer s'ils se sont rendus dans ces zones à risque ou s'ils ont pu être en contact avec des personnes infectées. Leur température sera également contrôlée sur la passerelle de débarquement, comme ici à Londres, où ces mesures ont déjà été prises. En cas de fièvre supérieure à 38 degrés, la personne sera considérée comme suspecte. Un protocole d'isolement est prévu pour éviter toute contagion. C'est un double filtre, c'est un renforcement, ceci n'exclura pas tout. Une personne peut effectivement dans une période d'incubation de 21 jours être sans symptômes et développer ces symptômes plus tard. Mais néanmoins, il aura bénéficié de cet élément d'information personnalisé avec d'une part un questionnaire qui est remis et donc des éléments de consigne dessus. Et puis, il y a à bord des informations qui seront données par un message sonore. Un dispositif que la France entend élargir. Nous ferons en sorte que ces contrôles puissent être sur un certain nombre de pays à risque généralisé. Mais nous n'en sommes pas là. Il y a aussi une mobilisation internationale qui doit se mettre davantage en mouvement. Deux nouveaux cas suspects d'Ebola ont été détectés. Le premier dans un avion d'Air France reliant Paris à Madrid, le second en banlieue parisienne. Ce soir, une infirmière est hospitalisée à l'hôpital Bégin de Saint-Mandé. Au lendemain d'une journée noire, les bourses européennes limitent la casse aujourd'hui. À Paris, le CAC 40 a baissé, mais l'indice a enrayé sa chute. Les mauvaises nouvelles, et notamment le virus Ebola, expliquent ces mouvements sur les places en Europe. On écoute justement sur ce sujet un analyste financier. La grande inquiétude, c'est que ce virus Ebola apporte un niveau d'incertitude qui n'a jamais été vu auparavant dans les marchés. Et les marchés ne savent pas mettre un prix sur cette incertitude. Donc ils sont très inquiets de ne pas avoir de réponse précise, très inquiets que le virus devienne hors de contrôle. Et dans ce cas, ils pourraient faire face à d'énormes pertes, encore jamais vues jusque-là. Dans l'actualité politique ce soir, les résultats du premier tour du scrutin interne à l'UDI pour déterminer le successeur de Jean-Louis Borloo sont qualifiés. Jean-Christophe Lagarde et Hervé Morin sont éliminés. Le tandem Yves Jégo et Chantal Joanneau. Le point avec Sophie Normand-Couturier. Quelques jours de vote électronique, un dépouillement toute la journée sous le contrôle d'un huissier
Et au final, 2 candidats sur 4 qui se retrouveront au second tour, avec seulement quelques 700 voix d'écart. Hervé Morin, 5160 et Jean-Christophe Lagarde, 5888. Un pas supplémentaire pour eux vers la succession à Jean-Louis Borloo pour prendre la tête de l'UDI. Fin de partie en revanche pour Yves Gégaud qui se présentait en tandem avec Chantal Jouanneau. Un coup dur pour le président par intérim du parti centriste qui arrive en 3e position avec un peu plus de 21% des voix. Il est éliminé dès le premier tour, tout comme Jean-Christophe Fromentin, député maire de Neuilly, qui recueille 11% des votes des militants. Ils sont au total plus de 16 600 votants à s'être prononcés, soit près de 59% des militants inscrits. Le second tour est prévu le 13 novembre prochain. Première question d'actualité au Sénat. Depuis le basculement à droite de la Haute Assemblée, Manuel Valls a félicité Gérard Larcher pour son élection et le Premier ministre s'est engagé à respecter le Sénat. C'était aussi aujourd'hui le baptême du feu pour François Baroin, élu sénateur fin septembre. Regardez son échange avec Manuel Valls. Je veux vous alerter, Monsieur le Premier ministre, sur la réalité de l'effort qui est demandé aux collectivités locales. Vous avez été l'un des nôtres, d'ailleurs, comme maire, et vous savez l'exigence et la difficulté d'arbitrer dans ces budgets. Êtes-vous prêt, vous-même, à piloter un groupe de travail de remise en cause d'un calendrier de participation de l'effort des collectivités locales, non pas pour être sur les 3 ans à 38 milliards, mais sur un terrain qui serait acceptable pour tous, pour les collectivités qui porteront la part de l'effort et pour l'État qui doit montrer le chemin. Monsieur le sénateur, je vois que vous êtes pleinement dans vos fonctions et peut-être même dans vos futures fonctions en prenant ainsi la défense des collectivités territoriales. Oui, j'ai des informations. Mon passage au ministère de l'Intérieur me permet d'avoir des éléments. Voilà la suite du 22h et on va s'intéresser ce soir à la modulation des allocations familiales selon le revenu à partir de 2015 comme le préconisent les députés socialistes. L'Élysée a donc tranché sur ce sujet très sensible. La droite dénonce ce soir la rupture du principe d'universalité des allocations. Le patron des députés UMP, Christian Jacob, s'insurge dans un entretien à paraître demain dans le Figaro contre, je cite, le massacre que constituent selon lui les coupes dans le budget concernant la famille et la CGT rejoint, une fois n'est pas coutume, l'opposition de droite pour dénoncer, je cite, une mesure contraire à l'esprit de la sécurité sociale. Et on parle de ce sujet avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Dites-nous Jean-Louis d'abord, ça concerne combien de personnes cette mesure? Alors en France, 6 700 000 familles reçoivent des allocations familiales. Le gouvernement nous dit 12% des familles sont concernées par le fait qu'au-dessus de 6 000 € mensuels, un couple ne recevra son allocation familiale pour 2 enfants divisé par 2, au-dessus de 8 000 € divisé par 4. Donc sur 6 700 000, ça fait en gros 700 000 familles concernées. Et si vous regardez les recettes attendues, 800 millions d'euros, on est autour de 1 000 € annuels pour ces familles, donc ce n'est pas négligeable, d'autant plus que ça s'ajoute à d'autres dispositions, notamment la baisse du quotient familial qui a été décidée par 2 fois et qui concernait 1 500 000 familles et d'autres mesures de ce genre. Alors là, on touche à quelque chose d'important qui n'est pas tellement, contrairement à ce que dit la droite, l'universalité des allocations familiales, parce que tout le monde continuera à toucher des allocations familiales au-dessus de 2 enfants, mais malgré tout, une modulation des allocations familiales, qui était d'ailleurs une idée de Lionel Jospin lorsqu'il était Premier ministre et auquel il avait dû renoncer vu les protestations que cela avait suscité. Et là, ça arrive en point final. Alors le sujet est sensible, vous l'avez dit, y toucher, ce n'est pas anodin. Quelles seront les conséquences, Jean-Louis? Alors, la droite nous dit on touche à la natalité française, on a une politique familiale qui marche bien. Si on diminue les allocations familiales, on va diminuer la natalité, chose qui est parmi celles qui fonctionnent le mieux en France. Mais aucune étude n'a véritablement démontré que plus il y a d'allocations familiales, plus il y a d'enfants. Par exemple, on pourrait faire plus d'enfants s'il y avait plus de crèches, par exemple. Mais enfin, admettons, parce qu'aucune étude n'a démontré le contraire. En revanche, il y a 2 problèmes très importants qui sont posés par cette histoire. Par comment sont financées les allocations familiales? Elles sont financées par la CSG et par les cotisations sociales, 4,5% sur la masse salariale,
quel que soit le salaire que vous touchez. C'est-à-dire que vous avez un salaire élevé, vous payez 4,5%. On paye 4,5%. Vous avez des revenus élevés, vous payez la CSG plein pot. Si les gens qui payent la CSG plein pot ou qui payent la cotisation sociale plein pot voient qu'en fait, ils sont moins bien traités que les gens qui payent également aussi, mais eux reçoivent plus, le consentement à l'impôt d'une partie importante de la population va être réduit. Donc c'est quelque chose d'important. Par ailleurs, si je ne traite pas de la même façon un enfant de cadre supérieur, qu'un enfant de pauvre, pourquoi je rembourserai la maladie de l'enfant de pauvre comme celui de l'enfant de cadre de la même façon? Donc on met le doigt dans un engrenage qui est assez complexe et qui pose des problèmes politiques extrêmement sérieux. Oui, les conséquences sont nombreuses. Merci beaucoup Jean-Luc Gombault pour votre analyse. On va rappeler quand même que ces mesures seront définitivement actées après le vote au Parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale. La suite du 22h à présent et dans quelques instants, cette question. Mais où va François? Les propositions du pape sur les divorcés remariés ou les homosexuels ont déclenché débat et polémique cette semaine. François a semé le trouble chez certains et suscité bien sûr l'enthousiasme chez d'autres. Une chose est sûre, ce pape, vous le savez, ne laisse pas indifférent à la révolution ou simple évolution au Vatican. On en parle avec l'historien des religions, Frédéric Lenoir. C'est le grand entretien du jeudi à suivre après le tour de l'info en France et dans le monde. Il est signé Agathe Pécastin. Les dirigeants européens rassemblés à Milan cherchent encore une issue au conflit dans l'est de l'Ukraine. Tous attendent beaucoup de la rencontre entre Vladimir Poutine et le président ukrainien prévue demain. Nous aurons des discussions demain matin avec le président Poroshenko et le président Poutine. Ces questions seront traitées. On ne parlera pas des sanctions en tant que telles, ça relève de décisions européennes, mais nous parlerons des moyens de sortir de la crise. Après 6 mois de conflit, la trêve signée début septembre n'a pas apaisé les tensions. Selon le dernier rapport des Nations Unies, les affrontements entre les séparatistes et l'armée ukrainienne auraient fait près de 3400 morts. L'élection du maire Front National de Pontet est annulée par la justice. Le tribunal administratif de Nîmes a estimé que Joris Ebrard n'était pas légitime. Il existerait des signatures différentes entre le premier et le second tour. Autre annulation possible pour le maire UMP d'Ajaccio. Là encore, des irrégularités dans les votes ont été constatées lors des élections municipales. Les poids lourds devront payer 4 centimes d'euros de plus pour leur gasoil. Cette nouvelle taxe entrerait en application dès le 1er janvier 2015. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'État au transport, Alain Vidalis. Une taxe pour compenser l'abandon de l'écotaxe. L'État prévoit une recette de 320 millions d'euros grâce à cette hausse. Nouveau rebondissement dans l'affaire des ventes présumées d'hélicoptères au Kazakhstan. Le sénateur UDI, Emery de Montesquieu, a été perquisitionné hier. L'ancien représentant spécial de Nicolas Sarkozy pour l'Asie centrale affirme ce soir ne jamais s'être occupé de questions financières. Une information judiciaire est ouverte pour corruption d'agents publics étrangers et blanchiment en bande organisée. Un accord serait donc possible entre la direction d'Air France et ses pilotes. Selon le principal syndicat, un projet de développement de Transavia France est sur la table. Des négociations en toute discrétion depuis la plus longue grève de l'histoire de la compagnie. Tous les pilotes de la filiale low cost bénéficieraient d'un contrat Air France et d'un contrat Transavia. Le contrat unique à l'origine du conflit serait donc abandonné. Et l'entretien du jeudi soir avec mon invité, c'est le philosophe et historien des religions, Frédéric Lenoir. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Merci. Alors, vous êtes également l'auteur de ce très beau conte, Cœur de cristal. Voilà, on va le montrer pour les petits et les grands. On va en parler chez Robert Laffont. Mais d'abord, l'actualité cette semaine, c'est le pape François avec un rapport qui a mis le feu aux poudres. Il a provoqué l'enthousiasme de certains, puis l'angoisse chez d'autres. Dites-nous, est-ce qu'il y a une nouvelle vision de la famille ? Alors, dès le départ, dès son élection, le pape François a clairement dit qu'il voulait complètement changer la pastorale de l'Église. La pastorale, il faut bien expliquer, c'est autre chose que le dogme. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les fondamentaux. On est dans la manière dont l'Église parle aux gens. Et donc, on savait qu'il allait faire une petite révolution dans la manière dont les prêtres et les évêques vont être en relation avec les fidèles. Et c'est ce qu'il a commencé à faire avec ce synode où il demande que sur les questions de famille recomposée,
LGBT, de familles homosexuelles, etc., on ait un autre discours. Ça ne veut pas dire qu'il y a une révolution de fond, puisque sur le dogme, sur la doctrine morale, l'Église ne change absolument pas. Elle continue de considérer que l'homosexualité est un péché, qu'on doit avoir des relations sexuelles qu'à l'intérieur du mariage en vue d'avoir des enfants. Donc tout ça, rien n'est changé. Mais le changement de ton est considérable. Ah, donc vous dites changement de ton, mais pas révolution sur le fond. Pas du tout sur le fond. Parce que vous avez constaté sûrement cette semaine qu'il y a eu un emballement médiatique autour de ce synode, etc. Finalement, c'est ce qui était prévu, vous nous dites ce soir. Ah mais on était certain qu'on connaît un petit peu l'Église, qu'il y aurait pas de changement de fond. Par contre, le changement de forme n'est pas négligeable. Et d'ailleurs, le fait qu'il suscite autant de réactions virulentes de la part des franges conservatrices de l'Église montre bien que c'est pas neutre quand même. Pour essayer d'être très simple, le pape François, il veut revenir à l'esprit de l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? L'Évangile, le Christ, il ne fait pas de morale. Il n'est pas là pour dire aux gens, vous devez vivre comme ci, comme ça, et c'est pas bien si vous ne faites pas ça. Il est toujours dans un accueil, une miséricorde, un accompagnement des gens, voilà, pour une tolérance, les aider à se relever. Et après, il se dit, une fois que les gens ont rencontré, entre guillemets, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, ils vont changer leur vie, ils vont s'améliorer. Mais la miséricorde est première. C'est parce qu'on a rencontré l'amour qu'on s'améliore. Et il y a un exemple très connu, c'est Jésus est entouré de prêtres, de gens très sérieux et tout, et puis il y a des prostituées qui arrivent et tout, et les gens sont scandalisés en disant, comment ils se laissent approcher par des gens de mauvaise vie? Et le Christ répond, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. Mais alors, et c'est l'inverse qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Puisque dans l'Église aujourd'hui, si vous êtes en dehors des clous, des normes, si vous êtes par exemple divorcé, marié, vous vivez en concubinage, ou vous êtes homosexuel, vous ne pouvez pas accéder à la communion, c'est-à-dire l'Eucharistie. Ça ne change pas, alors, ça ne changera pas pour le moment. Ça aurait pu changer, puisque c'est ce que demandait le pape. Le pape souhaitait que les gens qui sont en situation, on va dire, illégale sur le plan de la loi par rapport à l'Église catholique puissent avoir accès à des sacrements, justement pour les aider à grandir. Le Christ est venu pour les malades, ceux qui ont besoin d'aide. Est-ce que c'est un moment important et c'est ça qui ne fonctionne qui est en train de se passer? On va préciser que ce rapport-là, on les voit, ils sont réunis. Ce rapport qui va être ensuite remis au pape après amendement, je suppose, il n'est pas encore définitif. Non, on est à mi-parcours. Voilà. Est-ce que c'est un moment important pour ce pape? Ah oui, très important. Parce que là, il confronte ses idéaux, sa vision idéale de l'Église, d'une Église qui est faite de tolérance, de miséricorde, on accueille les gens, etc., avec la réalité d'une institution qui est très lourde, qui est énorme, avec des milliers d'évêques qui viennent de tous les continents, et il réalise qu'il y a beaucoup d'évêques et même de cardinaux qui ne le suivent pas. C'est qu'actuellement, on a eu des réactions, alors qu'on est dans un premier document de différents continents, notamment d'Afrique, sur l'action d'homosexualité, et c'est les plus virulents. C'est-à-dire, ils disent effectivement, il ne faut pas commencer à accepter l'idée de l'homosexualité, parce que sinon, on va finir par dire que c'est tout à fait normal. Et puis après, vous avez eu par exemple la Pologne, le primat de Pologne. Successeur de Jean-Paul II, c'est quand même pas rien. Le primat de Pologne dit si on commence à donner la communion aux divorcés mariés, je n'accepterai jamais ça. Donc on voit bien qu'il y a des résistances fortes, et je crois pas qu'ils s'attendaient à ce point-là, à ce qu'il y ait effectivement ces résistances. Alors on va continuer à en parler. Vous nous dites que c'est une évolution, pas une révolution sur différents sujets. On va faire le point sur ces sujets avec notre journaliste Samia Dechir. Regardez. Ouvrir l'Église à son époque. Au synode sur la famille, le pape François veut faire bouger les lignes. Devant les évêques, il se contente d'écouter les comptes rendus, mais c'est bien lui qui a voulu faire un pas en avant vers ceux que l'Église considère encore comme des pécheurs, divorcés, remariés, couples non mariés et, plus surprenant, les homosexuels. Les homosexuels ont des dons et des qualités à offrir à la communauté chrétienne. Premier pape sud-américain, l'Argentin est un réformateur. Et la tâche qu'il s'est donnée est double. Changer l'image extérieure d'une église aux mœurs plus modernes, mais aussi la changer de l'intérieur. Le pape doit exercer un service humble, concret, spécialement pour les plus pauvres, les plus faibles. Pape des pauvres, il a renoncé aux luxueux appartements pontificaux et veut soumettre la curie à une cure d'austérité. Mais surtout, il bouscule la conception du pape tout-puissant et consulte, comme au synode où il libère la parole des évêques. D'habitude, dans ce genre d'assemblée, la procédure même du synode fait que les interventions se succèdent les unes après les autres et ne donne pas vraiment lieu à des débats croisés. Or, ici, on a bien senti que chacun souhaitait pouvoir rebondir par rapport aux affirmations des autres. Donc ça, c'est vraiment l'effet François.
Mais l'effet François n'est pas du goût de tous. Pour les conservateurs, le pape est un populiste qui menace la doctrine catholique. Ce genre de déclaration, tout comme la façon qu'il a de s'habiller avec les chaussures noires, porter une croix de fer, ou de parler d'une église pauvre, lui ont déjà apporté une certaine résistance et hostilité. On sait bien qu'il y a une opposition à sa politique réformatrice. Réformateur, le pape François n'a pas pour autant la prétention de révolutionner l'Église. Face au conservatisme, il a choisi la politique graduelle des petits pas. Voilà, il y a le fond et la forme. Samia Dechir vient de dire il a choisi la politique graduelle des petits pas. C'est sa méthode? C'est vrai, tout à fait. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire d'un coup on va changer ça, ça et ça. Il y aurait des raidissements et des schismes. Donc déjà, on sait qu'il veut avancer sur ces questions de pastorale de la famille, mais il le fait en faisant un synode. Il aurait pu prendre la décision. Le pape, c'est le maître tout-puissant. Ah, il aurait pu s'en réunir tout le monde? Sans problème. Le pape a le droit de légiférer sur ces questions-là. Ça ne touche pas le dogme. Hein, ça touche encore une fois... Il n'est pas passé en force, donc c'est un pape il n'est pas politique, passé en force. finalement. Donc il a réuni un synode, c'est-à-dire qu'il a réuni des évêques du monde entier pour en discuter. Après, on verra si le document qui va arriver à la fin aura été amendé considérablement et aura perdu toute sa substance, ou s'il restera avec cette force de réforme telle qu'il l'a souhaité. Donc pari risqué pour lui. Vous avez dit il y a quelque temps que c'était un pape incontrôlable. Est-ce qu'on peut dire, si je puis dire, que c'est le dieu des surprises? Avec lui, il y en a... Non, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, hein, dès le départ, dès les premiers instants il vous a vraiment de son pontificat. Disons que moi, j'ai été extrêmement surpris, surtout que les cardinaux élisent ce pape. C'est-à-dire qu'on avait une église extrêmement conservatrice globalement, puisque la plupart des cardinaux étaient nommés par Jean-Paul II et Benoît XVI, qui étaient des papes de sensibilité conservatrice. Et puis, ils ont élu le plus réformateur et le plus anticlérical d'entre eux, puisqu'ils n'arrêtent pas de dire, de condamner finalement l'hypocrisie de beaucoup de clercs, du Vatican. Ils sont dans le paradoxe ou... Alors je pense qu'ils ont élu un saint homme, c'est-à-dire qu'un homme qui avait vraiment un grand rayonnement spirituel, un homme d'une grande spiritualité. C'est ce qui manquait le plus à l'Église. Après Benoît XVI, qui était un homme de dogme, mais qui n'avait pas beaucoup de charisme, qui touchait pas le cœur des gens, ils ont élu quelqu'un qui touche le cœur des gens, mais ils ont pris le risque, et moi je m'en réjouis, parce que je pense que l'Église a absolument besoin, sur ces questions-là, d'évoluer. Mais je crois qu'effectivement, ils ont pris le risque qu'il y ait une division qui s'installe au cœur de l'Église entre les partisans de François et les autres. Souvenez-vous, quand on parlait de l'Église avant, dans les médias, on ne parlait que de ses problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on en parle différemment, déjà grâce à lui? Et est-ce qu'elle a un message cohérent, d'unité, un peu plus? Déjà, ce pape-là s'intéresse à la marche du monde. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans son premier document écrit, son exhortation apostolique, presque la moitié du document est consacrée à des questions d'économie, d'écologie, de solidarité, de partage, de justice sociale. Donc c'est un pape qui n'a pas le nez centré sur l'institution. Ce qui l'intéresse, c'est l'humanité et le sort de l'humanité. Sa prochaine encyclique, qui sera donc la première encyclique de ce pape, c'est sur l'écologie. Il n'y a jamais eu de pape qui ont écrit sur l'écologie. Donc on voit que finalement, ce pape est en train un peu de faire sortir l'Église. Oui. Ça touche à tout, mais il fait sortir l'Église de son nombril pour qu'il s'intéresse aux problèmes du monde. Alors le sujet dont on a parlé, c'est la famille. Vous avez constaté qu'en France, autour de ce sujet, la famille a beaucoup de crispation. Ah oui. Il y a eu tous les manifestations, les débats autour de la gestation pour autrui, la PMA. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a c'est à cause d'un manque de repères qu'il y a autant de crispation et de grincement de dents sur ce sujet? Je crois qu'il ne faut pas minimiser les révolutions technologiques qui ont lieu actuellement, qui bouleversent complètement les questions de procréation. Donc là-dessus, qu'on se pose des questions éthiques, c'est légitime. C'est légitime. Bien sûr. Heureusement qu'on se pose des questions éthiques sur la PMA, sur les questions de l'adoption des couples homosexuels. C'est des vraies questions. Alors après, je trouve que c'est serein qu'il y ait un débat et qu'on puisse ensuite légiférer. Mais là, c'est vrai qu'on a vu une confrontation idéologique très forte entre peut-être un gouvernement qui voulait passer un peu en force et sans faire de vrais débats, et puis des gens de l'autre côté qui considéraient qu'on était sur des choses intangibles qui ne pouvaient jamais bouger, et donc il y a une crispation du débat en France. Alors on va parler de quelque chose de beaucoup plus consensuel, c'est votre conte, le voici, je le montre de nouveau, Cœur de cristal. D'abord, vraiment, c'est un conte pour les grands et les petits, c'est pas juste la publicité, c'est vraiment pour les grands et les petits. Moi, je me suis régalée. Oui, parce qu'au départ, je voulais, vous savez, moi, je m'intéresse beaucoup à la transmission aux enfants d'un certain nombre de questions philosophiques et spirituelles
Universel. Je trouve que les enfants posent des questions quand ils ont dès l'âge de 3-4 ans. Vous en savez sans doute quelque chose. Ils posent des questions métaphysiques. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que comment aimer? Ils posent plein de questions extrêmement profondes sur la liberté, etc. Et je trouve qu'on devrait enseigner la philosophie, la psychologie dès l'école maternelle. Alors comment on le fait pas? Oui, mais bien sûr, des grandes questions philosophiques. Que faire de comment en parler? Alors comment on n'en parle pas à l'école? J'ai écrit un livre de transmission de grandes valeurs et de sagesse pour les enfants, qu'on peut lire aux enfants, que les enfants peuvent lire à partir de 10-12 ans. Et c'est vrai que les parents peuvent aussi en profiter. Oui, les questions, on va le dire, de vie, d'amour. La mort, la vie, la souffrance, le deuil, enfin, toutes les grandes questions fondamentales de l'existence, à travers une histoire qui est un conte que j'ai construit. C'est Il était une fois, un prince, etc. On qui ne peut pas aimer. Tous les fondamentaux formidables du conte. Oui. Donc à lire peut-être le soir aux enfants. J'ai fait des petits chapitres pour qu'on puisse lire tous les soirs Vous avez tout prévu. Alors Frédéric Leneur, comme tous les jeudis, je vais vous faire réagir à notre semaine d'actualité qui est croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. Vous choisissez un dessin et puis on le commente ensemble. Regardez. C'est une actualité chargée. Oui. Qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce que vous avez retenu? Non, moi, j'ai particulièrement apprécié le dessin sur Xavier Thévenoud, qui revient à l'Assemblée parce qu'il va payer une amende s'il n'est pas là. Bon. Thomas Thévenoud, ça vous a choqué? Ah, mais incroyablement. Non, mais l'histoire, tout court. C'est-à-dire que moi je disais souvent, arrêtons de taper sur les politiques, de dire qu'ils sont tous pourris, etc. Parce qu'on entretient un climat populiste, on sait très bien à qui ça profite. Et là-dessus, quand j'ai vu cette histoire, je me suis dit, mais ça existe vraiment. Il y a des députés qui ne payent pas leurs impôts. Ça me paraît tellement incroyable que c'est vraiment quelque chose qui, je pense, peut nuire profondément, si vous voulez, aux politiques en France. C'est un poison lent. C'est un poison lent. On va retrouver les conséquences. Et surtout qu'on a eu coup sur coup Cahuzac, et lui a fait partie de la commission de transparence sur la fiscalité contre Cahuzac, et cet homme qui fait la morale ne paye pas ses impôts. Donc je me dis vraiment, on est dans un monde... Vous ne concevez pas? Ah non, je ne conçois pas, et je trouve que c'est ce décalage entre les paroles et les actes qui fait que les gens ne croient plus du tout les politiques, et c'est bien dommage. Et qu'il puisse revenir, alors il n'est pas revenu à l'Assemblée dans l'hémicycle, mais il est revenu assister à une commission, la commission du développement durable. Mais ça vous paraît aussi... il aurait mieux fait de ne pas y aller du tout, là, au point où il en était. Et c'est vrai qu'y aller pour ne pas payer... alors il paraît que c'est quelqu'un qui vivait au-dessus de ses moyens, qui avait... il y a des gens qui souffrent plus, je pense, en France. Atténuantes. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes. Voilà. Un autre dessin, peut-être sur l'international, et le rôle trouble de la Turquie avec la guerre contre l'État islamique. La Turquie, là, c'est vrai qu'ils auraient la possibilité de se réconcilier avec les Kurdes. On sait qu'il y a une forte minorité kurde en Turquie. Ils pourraient en profiter. Là, ce serait formidable. Frères ennemis. Oui, mais là, ils pourraient vraiment, par rapport aux Kurdes qui vivent en Turquie, faire un geste extraordinaire. C'est l'historien qui parle. Et oui, ils pourraient faire un geste extraordinaire. Et là, au contraire, ils sont en train de les rendre encore plus extrémistes. On voit, il va y avoir des actions moi, je suis persuadé qu'il va y avoir même peut-être des actions terroristes en Turquie, parce que c'est bouleversant pour ces Kurdes de voir leurs frères, leurs sœurs, leurs familles qui sont de l'autre côté de la frontière, que la Turquie ne fait rien, alors qu'elle dit officiellement qu'elle lutte contre l'État islamique. Donc là, il y a un double langage. Et je trouve ça très dommageable. C'est une guerre d'usure que nous menons pour la Turquie elle-même, qui est un pays que j'aime beaucoup. Et je trouve très dommage qu'ils avaient une occasion historique là, je pense, de clarifier leur position par rapport aux Kurdes. Et ils restent enfermés dans cette peur du Kurdistan. Bon, c'était une longue histoire.
Merci beaucoup Frédéric Lenoir, c'est un plaisir de vous recevoir. Je rappelle le titre de votre compte, Cœur de cristal, chez Robert Laffont. Merci encore, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve bien sûr lundi avec plaisir. D'ici là, belle et douce nuit à vous.